Mes chers compatriotes, un petit point sur la situation au Niger, mais un petit point important parce qu'il révèle de stratégie qu'il y a derrière. Si je vois un petit peu les réactions de mes compatriotes qui s'intéressent aux questions internationales, ce qui n'est pas le cas de tout le monde malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est souvent ce qui est le plus important en fait pour découvrir la destinée de notre pays, je vois qu'un certain nombre de gens considèrent que les malheurs qui nous arrivent au Sahel et en particulier au Niger viennent en fait de la Russie qui serait là pour nous savonner la planche. On a vu d'ailleurs en effet dans des manifestations, que ce soit à Bamako au Mali, que ce soit à Ouagadougou au Burkina Faso et que ce soit à Niamey au Niger, on a vu en effet des manifestants souvent jeunes avec des drapeaux russes. Je suis le premier d'ailleurs à l'avoir dit. Il est bien évident que la Russie a mis de l'huile sur le feu, si possible, pour ouvrir une espèce de second front face au front que la Russie a avec les pays de l'OTAN et notamment avec la France en Ukraine sur la question ukrainienne. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, je n'y reviens pas. Là, ce qui est certain, c'est que la France est maintenant dans une situation difficile. Elle l'était déjà avant, c'est encore pire maintenant, parce que maintenant, elle a ce deuxième front en Afrique où elle est en train, en fait, de perdre beaucoup. On sait d'ailleurs aussi que le défunt Prigojine, qui était à la tête de Wagner, dans les derniers moments de sa vie, juste avant son accident entre guillemets d'avion qui a eu lieu entre Saint-Pétersbourg et Moscou, on sait qu'il était apparu en Afrique, semble-t-il, et qu'il était en train de réorienter les activités de sa milice privée vers, d'une part, la Biélorussie, mais surtout vers l'Afrique. Ce qui, d'ailleurs, soit dit en passant, pose des interrogations sur les responsabilités de qui a tué Prigojine. J'y reviendrai à la fin de cet entretien, parce que il semble en fait qu'il servait les intérêts de la Russie en Afrique. Mais ce sur quoi je voudrais attirer l'attention, c'est que nos compatriotes sont tenus dans l'ignorance la plus complète du rôle des États-Unis d'Amérique dans toutes ces opérations. Quand j'étais jeune, quand j'étais petit, il y avait des passages à niveau qui traversaient la France et il y avait une petite affiche qui était assez connue qui commandait aux gens de traverser les voies ferrées. Et il y avait cette formule « Attention, un train peut en cacher un autre ». Bon, je dirais c'est la même chose en géopolitique et là. Attention, un pays peut en cacher un autre. C'est-à-dire que s'il est certain que la Russie a mis de l'huile sur le feu au Sahel contre nous, il faut se poser la question d'un autre pays qui est les États-Unis d'Amérique, dont nos médias ne parlent jamais sur le Sahel, alors qu'en fait, ils ont un rôle beaucoup plus important, en tout cas c'est mon analyse, que la Russie. J'ai déjà, dans une vidéo précédente, où je expliquais que la France était en train d'être chassée d'Afrique, du moins du Sahel, j'expliquais déjà que au début du mois d'août, il y a eu le coup d'État le 26 juillet à Niamey. Le 7 août, j'expliquais que Mme Victoria Nuland, numéro 2 du département d'État américain, dont certains considèrent d'ailleurs que c'est la vraie numéro 1 et que Blinken ne serait là que pour la décoration, parce que Mme Victoria Nuland, c'est vraiment une fonctionnaire depuis longtemps du département d'État. C'est elle qui est à l'origine, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, de l'affaire du Maïdan. C'est elle qui avait téléphoné à l'ambassadeur des États-Unis à Kiev en 2014, qui s'appelait Geoffrey Pyatt, en lui disant voilà les gens qu'il faut au gouvernement. J'ai déjà eu l'occasion de dire aussi que Mme Victoria Nuland, c'est elle qui, à la première, avant même le président Biden, indiquait qu'il allait falloir sans doute que Nord Stream 2 ne pourrait pas fonctionner si la Russie intervenait en Ukraine. Donc probablement elle est à l'origine des conseillers qui ont demandé à Biden de faire sauter Nord Stream. J'ai déjà expliqué qu'elle est la femme de M. Kagan, qui est le chef, en fait, de l'État profond américain, du moins de cette école qu'on appelle des néoconservateurs américains. Eh bien, j'ai déjà dit dans ma vidéo précédente que le 7 août, c'est-à-dire 10 jours après le coup d'État, elle était à Niamey pour discuter le coup avec les putschistes. Sans, bien sûr, avoir si peu que ce soit prévenu la France, alors que dans l'imaginaire collectif, et ce que l'on veut faire croire aux Français, c'est que la France ferait encore la pluie et le beau temps au Sahel, ce qui n'est plus vrai, et ce qu'il est d'ailleurs de moins en moins. En fait,
Madame Victoria Nuland est allée, sans en référer à la France, ni évidemment aux pays de l'Union européenne, est allée s'installer à Niamey pour discuter le bout de gras pendant quelques heures avant de repartir, et elle a discuté avec les putschistes. Au passage, d'ailleurs, le chef des putschistes lui-même, on apprend quand on regarde sa bio qu'il a fait une partie de sa biographie aux États-Unis. Alors c'est un général, il s'appelle le général Abderrahman Tiani. Il est également surnommé, je crois, Omar Tchiani, donc qui fait partie du peuple Haoussa, qui est une des grandes langues que l'on trouve dans le Sahel et que l'on trouve d'ailleurs sur plusieurs États. Donc c'est un soldat nigérien, né en 1964, donc il doit avoir à peu près quelque chose comme 58-59 ans. Et il a fait une partie de ses études aux États-Unis d'Amérique et non pas en France. Contrairement à ce qu'une légende voudrait faire croire, c'est que toutes les élites des pays, les anciennes colonies d'Afrique, seraient formées en France. Oui, il y en a une grande partie, mais il y en a qui sont également formés ailleurs. Et c'est le cas, justement, de Abderrahman Tiani, et qui, dans le cours de sa carrière, a fait des études aux États-Unis. Où ça, plus particulièrement? Eh bien, regardez où c'est que ça se produit. Il a fait des études au College of International Security Affairs, c'est-à-dire au Collège des affaires de sécurité internationale, qui relève directement du ministère de la Défense des États-Unis, du département de la Défense. Donc c'est quelque chose de très sérieux et qui est spécialisé notamment dans la lutte contre le terrorisme au sens large, y compris les psy-ops, etc. Et à l'intérieur de ce collège, qui se situe à Washington, D.C., ce collège travaille en étroite relation avec une autre structure qui s'appelle la JFK, US Army JFK, donc JFK comme Kennedy, Special Warfare Center and School, c'est-à-dire un centre militaire et une école d'application militaire qui vise justement à préparer un certain nombre d'élites de pays dans le monde entier, qui viennent d'Asie, d'Amérique latine, du Moyen-Orient, d'Afrique, et à les préparer et à repérer parmi eux ceux qui ont un fort potentiel. Ils seront d'ailleurs transférés pour faire des opérations militaires dans ce qu'on appelait jadis Fort Bragg et maintenant Fort Liberty, qui se situe en Caroline du Nord. Alors, c'est ça qu'a fait, en fait, le chef des putschistes au Niger. Donc, je ne vais pas dire qu'il est forcément dans la main des Américains pour cela, mais ça veut dire qu'il a passé plusieurs mois, même sans doute peut-être plus un an ou deux, aux États-Unis d'Amérique. Il a été formé par l'armée américaine, formé dans la lutte justement contre le terrorisme, et en particulier, ça lui a servi puisqu'il il s'est lancé dans des opérations contre les mouvements islamistes. Donc voilà quel est le nouvel homme fort de Niamey, qui a auparavant été le chef de la garde présidentielle du président Mohamed Bazoum, donc qui était un militaire de très haut rang, en fait assez discret, plutôt une éminence grise, quelqu'un d'assez discret, mais qui en fait tirait un petit peu les coulisses du pouvoir, les ficelles du pouvoir. Et donc il est maintenant le chef de la junte, et il a nommé comme chef d'état-major un certain militaire qui s'appelle Barmou. Voilà. Alors, lorsque Madame Nuland s'est rendue à Niamey, elle s'y est rendue le 7 août, donc 10 jours après le coup d'État, elle a demandé à rencontrer le chef de la junte, ce fameux Abderrahman Tiani. Il semble qu'elle ne l'ait pas rencontré, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle a vu le chef d'état-major. Elle a vu M. Barmou, avec lequel elle s'est entretenue. Bon. Donc il faut bien comprendre, si on veut comprendre les arcanes du pouvoir en ce moment à Niamey, qu'en fait, ce sont des gens, le numéro 2, je crois, lui aussi a fait ses études aux États-Unis. Donc on est quand même des gens qui sont dans la mouvance américaine. Ça, c'est un point très important. Autre point très important, c'est que les Américains ont en fait une présence au Niger qui est significative, qui est même plus importante que les Français. Nous, on a une base avec à peu près 1500 militaires, c'est tout à fait significatif. On a une base militaire au Niger. Mais les Américains, ils en ont 3 en fait. Ils ont d'abord une première base, qui est la base qu'on appelle la base 101, qui se situe juste à côté de l'aéroport international de Niamey, et qui compterait environ à peu près 1000 soldats américains, donc juste à côté de la capitale.
ils ont une deuxième base, qui est la base dite 201, et qui se trouve dans le nord, qui se trouve à Agadez, donc qui est déjà plus éloigné de la capitale, donc plus proche en fait de la Libye. Et dans cette base 201, c'est une base qui fait 25 km² de superficie, ce qui est quand même très considérable. 25 km², c'est, imagine une base qui fait 5 km sur 5, un carré de 5 sur 5 à peu près kilomètres, c'est quand même pas rien, et qui est d'ailleurs la deuxième base militaire américaine en superficie, après celle de Djibouti. Djibouti qui était un territoire de la République française jusqu'en 1975, et qui a pris son indépendance en 1975, et où la France, progressivement, est en train de perdre pied, puisque à la fois les Américains y ont installé une base, mais également maintenant les Chinois ont installé une base, et donc la France, à Djibouti comme ailleurs, est sur le reculoir du fait de l'impéritie complète de nos dirigeants depuis maintenant un certain nombre de belles lurets. Or, que la France retire ses troupes, moi je ne suis pas un néocolonial, je ne trouve pas ça forcément mauvais, mais ça dépend aussi à quoi servaient les troupes. S'il s'agit de protéger des régimes qui sont des régimes démocratiques contre des déstabilisations, je suis favorable à ce qu'on prête le main. Mais là, il s'agit de trop chaud. Là, il s'agit en fait que la France se fait chasser pour en fait livrer la place au jeu des très grandes puissances de notre époque, qui sont la Russie, Wagner, la Chine à Djibouti, les États-Unis d'Amérique, qui sont toujours là, bien entendu. Alors cette base 201 de 25 km², elle est spécialisée notamment dans les drones. Et puis alors, comme si tout ceci ne suffisait pas, il y a une troisième base militaire américaine qui est secrète, dont l'existence a été révélée par un article du New York Times, qui est quand même le journal américain de référence. Et ça a été révélé en 2018, et c'est une base secrète parce qu'elle est gérée non pas par le département de la Défense, le ministère de la Défense, mais elle serait gérée directement par la CIA, c'est-à-dire les services de renseignement et d'action à l'étranger. Donc cette base, dite base secrète, enfin tous les spécialistes la connaissent, se situe dans le nord, à Dirkou. En voici une photo par satellite. Et cette base sert de point d'attaque, enfin de lieu où sont coordonnées par la CIA des attaques contre les insurgés islamistes du sud de la Libye ou du nord du Niger. Ajoutons encore à tout ça, à ces trois bases, un accord militaire entre les États-Unis d'Amérique et le Niger qui date de 2015, sous la présidence d'ailleurs française de François Hollande. Donc les États-Unis ont signé un accord militaire de coopération entre les États-Unis et le Niger pour faire de la formation, de l'envoi de formateurs, de l'envoi de matériel militaire, etc., etc. Donc ça fait quand même belle lurette que les États-Unis ont pris pied au Niger et que leur présence est objectivement supérieure à la présence française aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est un point qui est tout à fait fondamental. Alors, tout ça ne termine pas, ne règle pas encore la question, parce que ce qu'il faut voir, c'est que les Américains ont une stratégie qui semble extrêmement précise, coordonnée, réfléchie, scandée dans le temps, avec tout un agenda programmatique de mise du Niger sous tutelle au profit des États-Unis, alors que la France, avec Macron, c'est zéro. C'est absolument zéro. Macron s'est plaint de ne pas avoir eu les informations de la DGSE. Il a commencé à attaquer ses services. Et la première chose qu'il a dite après avoir appris le coup d'État, c'est que c'était un coup d'État, que c'était inconstitutionnel, comme s'il était la personne qui respectait les constitutions, et que tout le monde sait que lui, c'est un coup d'État permanent contre la Constitution française. Mais enfin bref. Donc Macron a réagi comme il le fait, c'est-à-dire de façon épidermique, spontanée, comme ça. Il a des aigreurs d'estomac, ça lui sort comme ça. Il y a une espèce d'enfant gâté, son jouet est cassé, il se met à insulter tout le monde. Enfin, des réactions totalement irréfléchies et immatures. Et il est formidable, enfin, dans le mauvais sens du terme, il est triste, il est affreux de constater la différence entre la France et les États-Unis dans cette affaire. Pendant que Macron commençait à dire que c'était un coup d'État inconstitutionnel, qu'il ne tolérerait pas, qu'il aurait une réaction, comment dirais-je, indomptable, terrible, etc. Enfin, je ne me rappelle plus le vocabulaire, j'en ai parlé dans ma conférence précédente.
Les États-Unis, eux, ils ont fait quoi? Coup d'État le 26 juillet. Le 27 juillet, il y a eu l'accord du Sénat des États-Unis d'Amérique à Washington, par un vote des sénateurs, pour un nouvel ambassadeur des États-Unis au Niger. Alors, il y a peut-être une coïncidence, peut-être que c'était prévu, c'était peut-être dans les tuyaux, comme on dit, depuis un certain temps, c'est possible. Enfin, la coïncidence des dates est quand même assez extraordinaire et assez troublante. Parce que bon, accréditer, il se trouve qu'aux États-Unis, nous en France, lorsque Macron accrédite un ambassadeur à l'étranger ou un préfet, ça se fait comme une lettre à la poste, personne ne trouve à moufter, alors qu'aux États-Unis, qui, sous certains aspects, est un pays quand même beaucoup plus démocratique que la France, eh bien, le président des États-Unis, lorsqu'il veut nommer un ambassadeur à l'étranger, il est obligé d'avoir l'accord, justement, des parlementaires, en l'occurrence du Sénat. Et le Sénat, donc, le 27 juillet, c'est-à-dire le lendemain du coup d'État, à Niamey, a accrédité, a donné son accord à l'accréditation d'une ambassadrice, en fait, une femme qui s'appelle Madame Kathleen Fitzgibbon, qui est une diplomate américaine blanchie sous le harnais, qui connaît très bien le métier, notamment qui connaît bien l'Afrique, et qui est une femme, si j'ai bien compris, un peu à poigne, hein, mais une vraie diplomate, pas quelqu'un nommé par la faveur du prince, parce qu'il y a un certain nombre d'ambassadeurs des États-Unis qui sont nommés parce qu'ils ont financé la campagne du président élu. Mais là, ça n'est pas le cas. Là, c'est une véritable fonctionnaire du département d'État américain. Et donc, cette Madame Fitzgibbon est arrivée à Niamey il y a... là, nous sommes aujourd'hui le 29 août. Je crois qu'elle est arrivée aux alentours du 19 ou du 20. Ça fait une dizaine de jours qu'elle vient d'arriver. Et on apprend, en allant consulter le site du département d'État américain, on apprend qu'elle a une feuille de route. Ça, c'est assez sympathique aux États-Unis aussi, c'est de voir qu'ils mettent tout sur la table, en définitive. Donc on peut aller se servir, on peut aller chercher des informations. Et on découvre quoi? On découvre ceci. Vous voyez, là, il y a une communiqué de presse qui a été publié le 19 août par le département d'État, dont le titre est Arrival of Ambassador Kathleen Fitzgibbon to Niger, c'est-à-dire donc l'arrivée de l'ambassadeur Madame Kathleen Fitzgibbon au Niger. Et dedans, il est précisé ce que doit être son objectif. Et voilà, vous l'avez sous le nez. Alors je vais pas le lire en anglais, je vais vous le traduire en même temps que vous le voyez à l'écran en anglais. Dû à la crise politique actuelle au Niger, l'ambassadrice Fitzgibbon ne présentera pas formellement ses lettres de créance. Son arrivée ne reflète aucun changement dans notre position politique, mais répond au besoin d'avoir une direction expérimentée de notre mission diplomatique dans une période de trouble. Ça, c'est très intéressant, c'est qu'on voit bien que ça ne change pas la politique, mais ça répond au besoin d'avoir une diplomate expérimentée à la tête de la mission diplomatique à Niamey. Donc on voit que c'était préparé de longue date. Ça n'était pas sorti uniquement d'un chapeau. C'était préparé de longue date. Ils estiment, les États-Unis, que la France étant en train d'être complètement détruite grâce à Macron, et Macron étant d'ailleurs un supplétif des États-Unis, tout le monde l'a compris, il s'agit maintenant de prendre sa place. Et alors voilà les phrases qui sont très importantes pour la suite. Il est marqué Her diplomatic focus will be. Donc elle se focalisera diplomatiquement sur le fait de se faire l'avocate d'une solution diplomatique qui préserve l'ordre constitutionnel au Niger. Solution diplomatique qui préserve l'ordre constitutionnel au Niger. C'est une formule empoulée, c'est une formule qui veut tout dire et son contraire, en fait. Ça veut dire, il va falloir négocier. C'est pas du tout la même chose que la position de Macron. Macron qui a dit non, il faut réinstaller Mohamed Bazoum à la présidence. C'est un scandale. Non. D'ailleurs, la phrase suivante de la mission fixée à l'ambassadrice, c'est que son objectif sera the immediate release of President Bazoum, his family, and all those unlawfully detained. Ça veut dire que son objectif sera d'obtenir la libération du président Bazoum, de sa famille
et des personnes qui sont illégalement détenues. Voilà. Mais si, alors évidemment, on peut dire comme ça en regardant rapidement, bah, c'est une position de fermeté. Non, non, pas du tout. C'est absolument pas une position de fermeté. C'est une position de grande ouverture. Parce que si vous comparez ça avec ce qu'a dit Macron, Macron a dit c'est un scandale, il faut que la junte s'en aille et remettre au pouvoir Mohamed Bazoum. Et c'est con. Voilà. C'est évident que les gens qui ont tout le pouvoir, le Mohamed Bazoum, il est tout seul, personne ne le soutient dans sa population, il est en prison. Prendre cette position de principe en disant qu'ils va la junte, comme si la junte, après avoir fait tout ce qu'ils ont fait, ils vont dire ah ben oui, il y a Macron qui le demande, donc on va rentrer gentiment sur la pointe des pieds dans nos casernes et on va remettre le président à la. Enfin vraiment, c'est débile quoi. Faut vraiment, c'est rien, c'est une pensée égale à zéro. Voilà, M. Macron et Mme Colonna sont des buses, en fait. Ils comprennent rien. Alors que les États-Unis, ils ont compris que les choses venaient il y a quelque chose qui vient de se passer. On peut d'ailleurs légitimement se poser la question de savoir si, en fait, derrière ces présentations, en fait, ce n'est pas eux qui sont derrière. On a vu combien de fois dans l'histoire des États-Unis d'Amérique le double, le triple jeu. C'est d'ailleurs vrai de beaucoup de diplomatie du monde, mais il y a souvent des doubles ou triples jeux, et il est tout à fait envisageable que les États-Unis aient fomenté le coup d'État par Abderrahmane Tiani, dont je parlais tout à l'heure, qui a été formé aux États-Unis et qui était dans les centres des alliés du pouvoir, et que les États-Unis auraient pu lui dire « Pas sûr, c'est une hypothèse ». Mais c'est une hypothèse qui peut très bien tenir la route, et aurait pu lui dire bah, « Écoutez, allez-y, nous on protestera pas trop ». On protestera pour la forme. Et c'est exactement ce à quoi ça ressemble. C'est une protestation pour la forme, puisque ce texte parle seulement de la libération de l'ancien président, mais ne parle absolument pas de le remettre au pouvoir, et parle par ailleurs d'une discussion diplomatique pour revenir à l'ordre constitutionnel au Niger, mais c'est une formule très vague. Ça veut dire on pourrait imaginer par exemple un plan de sortie de crise où les puissances, les États-Unis par exemple, reconnaissent la légitimité de la junte à diriger le Niger pendant, mettons, 6 mois ou 1 an, et qu'en échange, Abderrahmane Tiani promet qu'ils ont rétabli l'ordre et la sécurité, et que dans 6 mois ou dans 1 an, ils feront des élections libres conformément à la Constitution. On pourrait très bien dire que c'est le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Rien n'empêchera d'ailleurs, puisque nous sommes dans le monde de la diplomatie internationale et donc du cynisme consommé, surtout avec les États-Unis, rien n'empêchera d'ailleurs le général Abderrahmane Tiani de se présenter lui-même dans 6 mois ou dans 1 an à l'élection présidentielle, d'avoir des médias qui lui seront favorables, surtout s'ils sont stipendiés derrière par les États-Unis, et d'être élu à la tête de la République du Niger de façon constitutionnelle et démocratique. La démocratie version à États-Unis, version Macron, on la connaît. Ce que Macron appelle la démocratie, c'est être élu par des électeurs dans un scrutin où tous les enjeux et la concurrence est entièrement faussée, puisqu'il y a un candidat du système qui bénéficie à lui seul de 25 ou 30% du temps de parole et de 50% du temps d'antenne. C'est ce dont a bénéficié Macron. Voilà. Donc, en réalité, ben quoi, on voit quoi là ? On voit sous le nez, ça crève les yeux. On voit que la France est en train de perdre pied, et on découvre que ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont en train de nous supplanter. Ils ont déjà plus de bases que nous, et puis là, ils ont mis en fait sans doute un homme à eux, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, au Nigeria voisin, qui est un pays beaucoup plus important en population, qui est un pays anglophone. J'ai déjà eu l'occasion de parler du président Tinubu, qui, comme vous le savez, est très probablement un agent américain depuis qu'il a passé sa jeunesse aux États-Unis d'Amérique. Il avait été pris dans un trafic, l'organisation d'un blanchiment de trafic de drogue, et qu'il y a eu probablement un accord qui a été passé avec les autorités américaines pour en faire un homme d'État au Nigeria, mais évidemment devant des comptes à la puissance qui l'a ainsi catapulté. Voilà. Donc en fait, je pense qu'on va voir ce que les semaines et les mois qui viennent vont nous révéler, mais je pense que nous sommes en train d'assister, derrière ce phénomène de domino, en fait, à des dominos qui tombent au détriment de la France, mais au profit des États-Unis. Alors,
Peut-être que ça n'est pas le cas. Je suis certain que par exemple au Burkina Faso ou au Mali, il est certain que les dirigeants, ça me paraît moins évident, disons, qu'ils soient dans la main des Américains. Ils peuvent très bien, je pense qu'il y a forcément parmi les jeunes qui sont parvenus au pouvoir des gens qui sont honnêtement, sincèrement, patriotes, voire nationalistes, burkinabés, maliens, nigériens. Je n'en disconviens pas. Mais ce que je pense aussi, c'est que lorsqu'il y a un coup d'État, lorsqu'il y a des sanctions qui ont été prises par la CEDEAO, eh bien, progressivement, les États en question peuvent essayer de se trouver des soutiens internationaux et peuvent se tourner donc soit vers la Russie, soit vers les États-Unis. N'oublions jamais que lorsque Fidel Castro a pris le pouvoir en 1959 à Cuba, il n'était pas du tout communiste. Simplement, les sanctions qui ont été prises par les États-Unis, les mesures, parce que c'était un patriote cubain, les menaces faites par Washington à la Havane, a jeté en fait Fidel Castro dans les bras de l'URSS, qui était la grande puissance qui pouvait le protéger. Donc nous en sommes là. Et je conclurai donc cette vidéo en revenant, je vous avais dit que je vous en reparlerai, sur l'affaire Wagner et Prigojine. Parce qu'on a présenté dans les médias français la mort de Prigojine comme ayant été commanditée par Vladimir Poutine. Parce que Prigojine, à la tête de Wagner, s'était rebellé donc il y a quelques mois, il y a 4 mois, je crois, et puis en fait, c'était mort dans l'œuf. Alors il y a eu plein de théories qui ont circulé. Est-ce que c'était quelqu'un de fantasque, ce Prigojine? Est-ce que c'était en fait une espèce de scène de pièce de théâtre qui avait été organisée dans les coulisses entre Prigojine et Poutine? Est-ce qu'en réalité c'est vraiment Prigojine qui a pris peur lorsqu'il a vu qu'en fait ça prenait pas? Bon, il y a différentes hypothèses qui circulent. Mais en gros, on a expliqué à la population française, comme à tout le monde occidental, que c'était Poutine qui avait liquidé Prigojine dans cet accident d'avion qui semble en fait avoir été non pas abattu par un missile, quoique l'affaire reste encore un peu sombre, mais qui aurait été victime d'une explosion à bord, quelqu'un aurait placé. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la vérité. À la différence des médias et des fact-checkers qui intiment l'ordre de penser une chose alors qu'on est au début d'une enquête dont on ne saura peut-être d'ailleurs jamais la fin. Mais si je raisonne de façon intelligente, si je raisonne de façon dépassionnée, je me dis quoi? Je me dis que je ne suis pas sûr, en définitive, que c'était l'intérêt de Poutine de liquider Prigojine. Puisque Prigojine finalement avait quitté la Russie, était allé en Biélorussie et surtout était en Afrique. Et Wagner était une espèce de bras armé de la Russie pour déstabiliser les pays du Sahel au profit de la Russie. C'est quand même ça. Donc l'intérêt de Poutine de liquider Prigojine maintenant, alors que il faut quand même aussi reconnaître que Prigojine n'a pas cet écart effectivement fâcheux quand il avait marché, ça a duré 24 heures. C'était plutôt une galéjade. Mais à part ça, c'est quand même Wagner qui a permis à la Russie de remettre la main sur la ville clé de Bakhmout en Ukraine. Donc le bilan de Prigojine et de Wagner, vu de Poutine, est plutôt un bon bilan. À part cette échappée un peu délirante, mais à part ça, c'est bon. Et si Wagner et Prigojine maintenant étaient sur le théâtre africain pour prendre la place des Français, c'était très bon. Donc si je suis quelqu'un d'extrêmement cynique, comme l'est certainement Poutine, comme tous les grands chefs d'État, je me dis pourquoi liquider Prigojine maintenant? Fallait le liquider sur le coup, ou alors fallait le liquider bien plus tard, après qu'il aurait mis la main sur les pays d'Afrique au profit de la Russie. Mais en ce moment, on ne voit pas très bien l'intérêt. On le voit d'ailleurs d'autant moins que la mort de Prigojine est arrivée en plein milieu du sommet des BRICS, sur lequel je fais une vidéo par ailleurs. Donc, il y avait Poutine qui était resté à Moscou, et en plein milieu du sommet des BRICS, qui devait consacrer notamment l'émergence de ce pôle qui est en train de structurer le XXIe siècle, où la Russie a une place majeure, c'était quand même pas particulièrement bien choisi comme moment pour liquider Prigojine. Enfin, il me semble. Il me semble qu'à ce moment-là, il aurait mieux valu attendre que la Russie soit moins sous les feux de la rampe à Johannesburg
Voilà, il aurait fallu attendre un autre moment. Encore une fois, c'est assez bizarre. Et puis il y a aussi encore un truc bizarre, c'est que il semble que Vladimir Poutine soit quand même, en tout cas c'est l'action qu'il mène dans le Donbass, assez précautionneux de la vie humaine, tout spécialement quand il s'agit de Russes. S'agissant des ennemis avec lesquels il y a des batailles, ça c'est pas quelqu'un qui est fait dans la dentelle. On l'avait vu en Tchétchénie par exemple. Mais en revanche, lorsque la vie de citoyens russes, de gens d'origine russe, est en cause, j'ai quand même l'impression que Vladimir Poutine essaye d'éviter de faire un carnage. Or là, dans cet accident d'avion, il y a quand même eu au moins 3 personnels de bord de l'avion et peut-être 1 ou 2 autres personnes qui n'y étaient absolument pour rien. Est-ce que vraiment Poutine, s'il avait décidé de liquider Prigojine, aurait pris ce moyen pour le liquider? Est-ce qu'il n'y avait pas un moyen beaucoup plus simple de le liquider d'une autre façon, plus discrète, à un autre moment, par une nuit sans lune, etc. Enfin voilà. Tout ça mis bout à bout fait que l'hypothèse que Poutine ait commandité l'assassinat de Prigojine, c'est une hypothèse. Je ne dis pas que c'est pas le cas, c'est possible, mais c'est pas forcément la bonne. Je n'en sais rien. Il y a d'autres hypothèses d'ailleurs qui sont concurrentes. On peut imaginer par exemple que Prigojine avait des ennemis jurés au sein de l'armée russe. Et que c'est peut-être l'armée russe qui aurait pu faire ça sans nécessairement mettre au courant Poutine. Donc, parce qu'il y a des cercles du pouvoir en Russie qu'il ne faut pas négliger. C'est une autre hypothèse. Mais il y a encore d'autres hypothèses. Et si je raisonne avec tout ce que je viens de vous présenter, il y a une puissance qui avait intérêt à la mort de Prigojine. Il n'est pas mort tout seul, puisqu'il y avait également son premier adjoint qui avait créé avec lui Wagner, qui était dans le même avion. Il y avait une puissance qui avait intérêt à désorganiser Wagner, c'est la France, et ce sont les États-Unis d'Amérique. Donc on pourrait imaginer que c'est la France ou les États-Unis qui aient réglé le sort de Prigojine. Bon, s'agissant de la France, hélas, je sais pas si je dois dire hélas, mais enfin bon, je n'ai pas trop d'illusions sur les capacités de la France d'organiser un attentat comme celui qui a eu lieu sur l'avion de Prigojine entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Peut-être que je me trompe, mais j'ai un petit peu du mal à l'imaginer. En revanche, je vois très bien les Américains, éventuellement avec des Ukrainiens comme supplétifs, organiser cet attentat. Parce que la mort de Prigojine, la désorganisation de Wagner tombe au meilleur moment pour les États-Unis d'Amérique, au moment où ils sont en train de s'installer au Niger, avec Victoria Nuland. Donc je trouve que, du point de vue américain, la chronologie des dates est assez extraordinaire. Et quant aux États-Unis, on sait que la CIA a de très grands réseaux, de très bons réseaux en Russie. Il y a quand même un certain nombre de personnes qui appartiennent à une 5e colonne en Russie qui travaillent pour les services de renseignements étrangers. Et puis on sait aussi qu'il y a des Ukrainiens ou des pro-Ukrainiens en Russie qui auraient pu être les commanditaires de cette affaire. Voilà. Alors, je ne dis pas que l'on me comprenne bien. Je ne dis pas que ce sont forcément les Américains, la CIA, Victoria Nuland et Biden les commanditaires de l'assassinat de Prigojine. Mais je dis que ça n'est pas impossible et que si l'on raisonne froidement, on s'aperçoit qu'en fait la mort de Prigojine et de Wagner est finalement pain béni pour la mainmise des Américains sur le Sahel et sur le Niger, puisque c'est en fait eux qui derrière sont en train de tirer les marrons du feu. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, peut-être qu'on va découvrir que c'est effectivement Poutine, c'est possible, je ne vais pas mettre ma main à couper. Mais disons que j'essaie de raisonner comme devrait raisonner un Français, un journaliste, un grand journaliste d'investigation, un géopoliticien, un responsable politique. Il devrait raisonner comme ça en sachant que le monde est complexe et en sachant qu'il ne faut avoir aucun a priori, ni sur les uns, ni sur les autres. Et puis je terminerai cette vidéo en vous suggérant de réfléchir à tout ce que je viens de vous dire, peut-être de vous apprendre, sans doute de vous apprendre, puisque les médias français ne disent pas un mot sur cette tentacule des États-Unis d'Amérique qui est en train de nous chasser d'Afrique. Peut-être bien plus
que la Russie et la Chine. Néanmoins, vive la République et vive la France.